Chers amis auditeurs, bonsoir. Benoît Duchâtelet, un tantinet orphelin car mon patron d'émission, Benoît Guelon, n'est pas avec nous pour les 4 prochaines émissions. Donc soyez tolérants, joignez-vous à ma peine. Et en attendant, vous êtes bien à l'écoute du Libre Journal des Artisans. Première partie pour ce soir, dans le cadre d'une émission en direct qui a pour vocation de donner la parole à la France, à nos régions, plus particulièrement au Gers. Et ce soir, petit focus sur un savoir-faire gaston, j'ai nommé l'Armagnac. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'Armagnac, sans jamais avoir osé le demander, c'est ce soir, et c'est notre invitée, Lily de Montal, qui va nous instruire. Lily et son mari, Jean de Montal, sont les propriétaires exploitants du château Arton, qui incarnent à lui seul la tradition et l'innovation, le courage et le succès. Et maintenant, la mieux placée pour en parler, Lily de Montal, bonsoir. Bonsoir Benoît. Merci de nous rejoindre. L'objet de cette invitation était de mettre en lumière évidemment l'artisanat et pour nos auditeurs, je motive le choix tout simplement parce que l'Armagnac se déguste, évidemment, on a besoin d'en connaître son histoire, ses origines, votre implication dans cette aventure avec votre mari, mais l'artisanat est présent à tous les niveaux. Alors vous allez nous donner effectivement votre expérience de femme de terrain au cœur des cépages, mais également nous parler des artisanats qui sont liés à ce métier de l'exploitation de l'Armagnac, parce qu'on méconnaît la totalité des métiers dans cet univers. Donc, vous aurez peut-être la gentillesse de nous éclairer sur tous ces points. Et si vous le voulez bien, je le rappelle à nos auditeurs, comme nous sommes en direct pour une émission d'1h30, vous avez la possibilité de nous poser des questions tout au long de l'émission et de les envoyer à la radio. Nous serons ravis de pouvoir interagir et répondre à vos remarques. Donc, Lily, je vous donne, comme promis, la parole de manière à ce qu'on fasse un petit point d'abord chronologique pour expliquer votre parcours, parce que ce soir on a le temps de parler des choses, votre parcours, l'histoire qui vous a amené à vous intéresser à l'Armagnac. Je fais une distinction avec votre mari, mais c'est un peu lié, donc on pourrait dire qu'il vous a amené à vous intéresser à votre mari, qui lui-même baigne dans l'Armagnac, et ensuite de revenir sur les grandes étapes. Alors j'interagirai avec vous pour effectivement illustrer et rebondir sur votre présentation. Mais comme promis, je vous cède la parole. Qui êtes-vous, Lily ? Qui je suis ? Je suis très citadine. Je crois que c'est peut-être ça qui me décrit le mieux. Ultra citadine, ultra urbaine. J'ai grandi dans des métropoles, en France, en Chine, en Asie. Travaillé dans les plus grandes métropoles du monde, dans d'abord la mode pendant 20 ans. Et j'ai atterri en Armagnac, à la campagne. Atterri en Armagnac. Ah, vous avez parlé de l'Asie, nous y reviendrons parce que vous avez goûté à Hong Kong, à Singapour, mais revenons justement à la source, non pas de l'Armagnac cette fois-ci, mais de votre histoire. Vous disiez citadine, effectivement, né à Neuilly, un collège, un lycée parisien, une vie effectivement citadine dans les grandes capitales. Derrière une envie, dans le cadre de vos études, de bouger, parce que vous êtes orienté dans les études en Chine, dans la mode, dans le luxe. Oui, alors c'est vrai que je suis d'origine chinoise, faut peut-être que je précise ça, on est à la radio. On est à la radio, il y a la vidéo pour certains, je les laisserai seuls juges. Oui, voilà, donc je suis d'origine chinoise, des deux côtés. Oui. On me demande souvent. Un doublé gagnant, oui. Alors, ma mère est anglaise comme je suis française, donc elle est née à Londres. Moi, je suis née à Neuilly et mon père, lui, est marseillais. Donc, voilà. Donc, c'est en fait la troisième génération à grandir en Europe, ce qui est assez anodin parce que les différentes vagues d'immigration, je dirais, des Chinois ne sont pas les mêmes. Donc, il y a eu... voilà, et mon grand-père est arrivé en France en 1937. Magnifique, d'accord. Voilà. Il avait été envoyé par son gouvernement et il était envoyé en mission en France. Et il est resté
à Marseille, qui était donc le grand port où tout le monde arrivait pour ensuite partir ailleurs, donc soit en Europe, soit en Amérique. Et donc ça fait quand même assez longtemps qu'on est établi en France. C'est pour ça qu'on me pose souvent la question, est-ce que tu te sens plus française ou chinoise? Et c'est vrai que je me sens, j'ai répondu que j'étais citadine parce que finalement, avec la vie que je mène aujourd'hui, le grand contraste, il est plus de cet ordre-là. C'est pas tellement au niveau culturel, Non. paradoxalement. Alors, peut-être parce que les études, l'histoire familiale vous a donné vous êtes citoyenne du monde et vous avez tellement bourlingué que vous savez vous adapter, être bien partout et vous le dites, commencer à être citadine et finir par atterrir en Armagnac, ça sous-entend une personnalité intéressante qui est capable de cette souplesse. Donc, ça, c'est la partie étude. J'insiste un peu parce que, justement, c'est intéressant de voir cette manière dont l'histoire vous a amené à être citadine et ensuite de rencontrer votre mari. Et vous me disiez, pour préparer cette émission, que vous êtes rencontrés, somme toute, assez jeunes, que dans le cadre de vos études après, vous aviez... peut-être, vous pouvez nous rappeler à Oui. quel moment vous avez prêté un intérêt particulier à Jean et vous avez senti, parce que je n'ai pas retenu dans vos déplacements dans la foulée, qu'est-ce qui a été antérieur à quoi? Oui, oui. Donc, après avoir fait mes études à Paris, j'ai choisi de partir en Chine parce que toute ma famille était rentrée là-bas. Donc, après 2 générations, revenir en Chine, c'est finalement faire tout l'inverse de ce que les Chinois qui arrivent en France. Oui. Voilà, il y a eu un chassé-croisé. Donc, mes parents sont repartis, mon frère, ma sœur, donc tout. Ça ressemble un peu à ce qui peut arriver en Terre Sainte pour certains, Oui. un retour. Un Et là, on retour. est en quelle année? Là, on est en 2000. Ah oui, En l'an 2000, d'accord, donc voilà. très bien. Et donc à ce moment-là, j'ai mon bac en poche et je décide de poursuivre mes études en Chine. Donc je fais une école de business management en Chine, à Shanghai et à Pékin. Mes parents sont installés là-bas, mon frère, ma sœur, tout le monde est là-bas. On va considérer que c'est une école de commerce pour ne pas exciter le cochon trop tôt sur les termes anglo-saxons. Oui, alors, oui, tout à fait. Ouais, d'accord, non mais j'ai compris qu'il fallait mettre un franc. Là aussi, il y a des petites habitudes de terroir. Bon. Donc, je suis là-bas en l'an 2000 et je continue mes études. J'ai une grande chance de travailler pour la maison La Chemise Lacoste à l'époque. Donc, j'ouvre le premier bureau de La Chemise Lacoste de représentation à Shanghai. Donc celle qui va diriger, piloter la marque Lacoste, parce qu'évidemment la société est déjà très établie dans plus de 100 pays, mais donc l'aventure Lacoste, ce sont des licences pour les vêtements, pour les chaussures, et donc opérées par d'autres entreprises. Et la chemise Lacoste m'envoie à Shanghai avec un VIE pour ouvrir une société, enfin un bureau de représentation là-bas. Et donc j'ai cette grande chance de commencer très tôt à travailler. Donc j'ai eu 20 ans et j'ai un avenir tout tracé en Chine en fait, avec des magnifiques opportunités dans des domaines que j'aime. Où l'histoire est en train de s'écrire. Oui, bien sûr. Alors j'ai ma famille, j'ai mon travail. Bon. Je continue mes études en parallèle, donc ça n'existait pas encore de travailler en parallèle de ces études. J'ai obtenu ça de la société Lacoste qui m'a fait confiance, et puis aussi de faire accepter ça par une école française et mon école chinoise, surtout mon université chinoise. Oui. Et donc, j'allais dire, ma vie était bien lancée là-bas. En l'an 2000, être en Chine, parler 3 langues, c'est formidable. C'est un sésame intéressant. Oui. Mais je décide de revenir en France pour rejoindre mon amoureux, donc Jean de Montal. Mais alors, effectivement, vous avez raison de préciser la voie royale qui vous était ouverte. Mais alors, dans le parcours, vous avez 20 ans, vous êtes en Chine et l'avenir s'offre à vous. Comment est-ce que cet amoureux a pu arriver dans ce programme? Ah, mais ça se commande pas. Ça, on suit... c'est pas rationnel du tout. Ah.
C'est ça l'amour, nous Exactement. donne des ailes. Mais il n'y a aucun regret dans ce choix-là, au contraire. Ma famille elle est restée là-bas, en Oui. Chine, donc elle y habite toujours. Et donc j'y retourne souvent. On me pose beaucoup de questions sur la Chine. Et avec beaucoup d'humilité, je leur dis que je n'y connais rien parce que pour pouvoir répondre aux questions sur la Chine, il faut habiter là-bas. Ce qui n'a pas été dans la durée, du coup, votre cas comme votre famille. Oui. Alors, vous avez raison de dire, si on parlait d'amour, vous avez raison de dire que ça n'est pas rationnel, et du coup, vous avez pris des choix Irrationnel. motivés par l'amour, irrationnels donc. Vous voilà revenu, vous vous retrouvez. Lui-même, en parallèle, avait eu un cycle d'études aux États-Unis. Donc, pour parler un peu de la double... Vous aviez une double expérience parallèle, chacun dans un environnement international d'apprentissage. Oui, oui, oui. Alors Donc, lui, c'était pour une autre motivation. Je pense qu'elle était double. Il a toujours su, depuis qu'il... Je crois que c'est lié à son enfance en Gascogne, à la campagne, à Lectoure. Ses parents se sont installés à Lectoure, il avait pas encore 2 ans. Et donc, il a grandi à la campagne. Il a vu son père la devenir... citadine et celui qui était à la campagne avec ses parents. Oui, 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 D'accord. oui. Donc toute son enfance, il a grandi avec l'agriculture, il a vu son père devenir vigneron. Parce que finalement, mon beau-père, Patrick de Montal, c'est aussi une reconversion professionnelle, parce qu'il est devenu vigneron à 40 ans. C'était pas une vocation, une prédestination. Il a travaillé lui avant en région parisienne, dans la presse d'ailleurs, dans les médias, et donc ça a été une nouvelle vie d'apprendre le métier de vigneron. Autant pour sa femme, Victoire de Montesquieu, Victoire de Montal, c'est un peu comme Obélix, elle était tombée dedans quand elle était petite. C'était plus une habitude familiale, hein, parce qu'on en parlera, ça remontait loin, jusqu'à D'Artagnan. Autant lui, c'est une reconversion. Oui, 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 absolument. Et donc, Jean, qui a vécu tout cela, a toujours eu un attachement avec la terre, avec l'environnement au sens large, et a choisi de partir aux États-Unis parce que, donc là, ironiquement, c'est aux États-Unis qu'il y avait les meilleurs masters. Donc, Oui, en français, ça se dit des écoles de formation, des écoles de pour formation l'environnement. supérieures, voilà, Oui, avec spécialisées dans le développement durable. ouais. Donc, c'est-à-dire la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la Ils savent ce gestion que c'est que les territoires. Oui. des énergies. Et donc, il part là-bas pour faire ses études supérieures. Et à ce moment-là, donc je connaissais déjà, on s'était déjà rencontrés à Paris. Et je me dis que j'allais plus le revoir. Il allait être mangé par oncle Sam. Mais c'était le rêve américain. On apprenait à l'école, on se disait que tous ceux qui partaient là-bas ne revenaient jamais. Et je crois que peut-être qu'au fond de lui, il y avait aussi ce désir d'échapper très très loin, de partir très très loin d'Arton, de Lectoure. Oui, alors pour que nos éditeurs comprennent, c'est-à-dire que pour les mots de ce soir, Château-Arton, Lectoure, donc le terroir gascon, dans le Gers, familial, correspondant donc à l'aventure de son père Patrick, il y avait, on va revenir plus en détail, mais qui avait eu ce courage entrepreneurial très innovant à son époque. Donc, vous dites que effectivement une sorte, pas de rejet, mais une envie de fuir. Alors, oui. ce serait plus le quart d'heure psy là, de dire, voilà, je ne sais pas où, ni pourquoi, ni comment, mais ça fait pas partie de ma vie, j'ai une autre vie à mener. Il a grandi avec cette charge ou Ce poids, oui. ce c'est poids, ça, voilà, oui. de se dire voilà, de se poser la question sur Arton. Et il a donc je crois qu'il voulait poursuivre ce rêve d'étudier l'environnement dans les meilleures universités. Et en même temps, c'était la bonne occasion d'échapper à ce destin qui était à Arton. Eh oui. Voilà, donc oui, c'est le petit quart d'heure psy, mais je dirais non, que... mais c'est important parce que, pardon, je coupe Lily, mais je dis que c'est important parce que, justement, pour qu'on puisse un peu se transposer dans votre histoire, votre parcours, on a chacun nos histoires et nos moments où les décisions qui ont été prises, là aussi, peuvent être avec forcément un peu de choses irrationnelles, un peu de poids historique, un peu de pression familiale diverses et variées. Et ce qui va être intéressant de votre parcours, c'est justement la lumière de ces réalités et les décisions que vous avez été capable de prendre en face de ces
poids historique. Et donc, on va y venir doucement. Mais je vais vous donner une anecdote sur ça pour vous dire à quel point ça a été pesant pour lui, ou du moins, il avait du mal à en parler. C'est-à-dire que quand il m'a demandé en mariage, j'attendais qu'il mette le sujet d'Arton sur la table, qu'il me dise, tu sais, peut-être un jour, on y retourne, on ira vivre là-bas, ou simplement qu'il évoque le projet, de me dire tout simplement, voilà, si j'allais devenir son épouse, que je sache ses plans. En tout cas, j'attendais qu'il m'en parle. Vous doutiez, comme on dit, vous doutiez que si on épouse un Montal, on épouse Arton. C'est ça que vous voulez dire ? Mais je sais. En tout cas, j'attendais qu'il évoque le sujet. Je me disais, je veux dire, ça peut pas être absent de sa discussion. Mais non. Mais surtout quand il choisit une personne aussi citadine que moi qui ne connaît rien à la campagne. Je n'ai jamais vécu à la campagne, je n'allais pas en week-end à la campagne, ça ne faisait pas partie du tout de ma culture. Oui, ça me rappelle le générique d'Amicalement Vôtre, où on voit les deux amis côte à côte, chacun avec un profil... exactement ce générique-là. Donc en fait, on se pose même la question, ce qu'il a attiré chez moi, enfin je veux dire, ça va loin, parce que moi aussi j'ai mon quart d'heure psy où je me dis, mais pourquoi finalement m'a-t-il choisi ? Et donc je me disais que peut-être que j'étais aussi un échappatoire. Oui, très juste, et absolument, c'est normal de se poser ce genre de questions. Et pourtant, c'est moi qui le ramène. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est pour ça que les histoires ne sont pas écrites d'avance, immanquablement, quand on entend vos deux parcours. Mais alors, vous, l'amour s'installe en France, vous vous mariez, et à ce moment-là, vous êtes mariés, le mariage a lieu en France. Oui, donc moi, je termine mes études en Chine, je termine cette mission pour Lacoste, et puis pour épouser Jean, je reviens en France. Et on se marie en France, au domaine, sur le vignoble. Donc ça, au moins, c'est très concret, c'est vraiment sur les terres. Voilà. Oui. Ouais, ça c'est magnifique. Ça c'était même pas un sujet, je crois que c'était un désir profond. Ensuite, nous de notre côté en Chine, moi j'allais dire mon fief familial était plutôt à Londres. Oui. Et on n'avait pas tellement d'attachement. J'ai fait mes études quand même à Londres. J'ai fait une école d'art à Londres. Mais bon, j'en joue au rugby, donc c'est compliqué d'être... Certains Anglais disent qu'ils savent jouer au rugby, mais évidemment, je comprends le côté terroir et local pour Jean. Très bien. Et là, les carrières professionnelles doivent reprendre. Oui. Alors donc, je continue chez Lacoste parce que ça se passe très très bien en Chine. Donc c'est une très belle maison. À l'époque, c'était encore dans la famille donc René Lacoste, Bernard Lacoste, ensuite son petit frère Michel qui a repris les rênes. Et donc, du mousquetaire encore derrière. Oui, tout à fait, exactement, bien sûr. Donc Roland Garros, mais tous les autres Chelem. Donc on a ils ont cet hôtel particulier sur la rue Castiglione, donc je vais travailler là-bas encore pendant quelques années. Et puis jusqu'au jour où... entre-temps, je reprends mes études. Donc, c'est là où je vais faire mes études supérieures à Londres, dans une école d'art qui s'appelle la St. Martin's School. Oui. Et après, on a notre premier enfant. Donc, je suis enceinte. Je vais à l'école à Londres et je vais au bureau à Paris pour Lacoste. Donc, c'est comme trois petits projets sympathiques. Mais... j'adore ça, j'aime beaucoup travailler, voilà. Et donc on a une période comme ça très 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 intense à Paris de jeunes actifs, jeunes parents. Et puis un jour, Jean, dans sa société, donc dans le développement durable, il travaillait chez Suez à l'époque. On lui propose de partir en Asie pour s'occuper de la stratégie du groupe à partir d'Asie. Et c'était formidable parce que ça me permettait à moi de me rapprocher de ma famille. Et donc on part... C'est à lui qu'on propose l'Asie. C'est à lui. Oui. Alors il a demandé. Ces démarches-là dans ces grands privilèges de sociétés, de très belles sociétés françaises, qui nous ouvrent le monde aussi. Et on accepte de partir là-bas. Donc on devait aller à Shanghai. Finalement, c'est Hong Kong. On y passe 4 ans. Et ensuite, on déménage à Singapour où il a un contrat de 3 ans. Donc un total de 7 années en Asie. Et là, vous aviez parlé d'un premier enfant, quelques enfants après
Ah, entre Hong Kong et Singapour, ou les deux derniers à Singapour? Non, un à Hong Kong et un autre à Singapour. Ah oui, Voilà. voilà, comme ça, une belle représentation, Oui. facilité de logistique. Donc à chaque Ouais. fois, vous apprenez avec une nouvelle contrainte logistique, un nouveau plaisir, et, Ouais. et cumulant les charges d'organisation, je veux dire. Ouais. Ouais. Donc j'insiste parce que on verra en rentrant ensuite dans le vif du sujet de ce qu'est reprendre une maison d'Armagnac ou dans la continuité de ses beaux-parents. Il faut être capable de grande souplesse et de force de travail parce que tout vous concerne. Donc quand on gère une propriété, un domaine, voilà, vous devez mettre la main à la pâte sur tous les sujets. Donc c'est pour ça que j'insiste, parce qu'on comprend mieux la capacité que vous avez aujourd'hui à assumer Arton avec votre mari, parce que l'histoire vous a amené à tellement de rebondissements et D'adaptation, ouais. d'adaptations différentes que vous voilà prête pour une aventure. Et j'insiste sur le fait que ce soit vous, parce que on arrive là tout doucement à la période de la Covid, avec des coups d'arrêt géographiques et économiques. Et ensuite, des grandes questions qui se posent, parce que si vous pouvez nous raconter le moment où l'histoire a fait que vous étiez heureusement rentré en France. Dites-nous en plus. Oui. Donc là, on est en 2018. On décide de rentrer. Cette année, De ne c'est pas un renouveler cycle. cette année, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, possibilité de les renouveler, mais vous décidez de revenir. Oui, des possibilités immenses. J'étais très heureuse en Asie. J'étais, moi, en poste dans un très beau groupe français, d'ailleurs, qui s'appelle Bluebell. Comme son nom l'indique, oui. Oui. Alors non, c'est le nom. Hein, ça, c'est pas... Je ne peux pas être... Non, bien sûr. Voilà. Donc Bluebell qui rayonne dans une dizaine de marchés asiatiques, et je suis en poste là-bas, et lui toujours dans l'environnement, dans les énergies, mais c'est vraiment un cycle de 7 ans, et souvent si on décide de rester, on enclenche un nouveau cycle de 7 ans. Oui. Mais on reçoit beaucoup de signaux des parents de gens. Ils fatiguent. Ils sont tristes de nous voir très loin. Et puis, voilà, il y a différents signaux de vie qu'on observe. Et on décide de rentrer. Et on revient à Paris parce que c'est pratique. Mais c'est une base arrière que vous connaissez. Voilà, en tout cas, on se rapproche, parce que c'est ça un petit peu ce qu'on voulait faire avec les parents. Il n'y a pas de décalage horaire, enfin voilà. Donc, on passe de 10 000 km à 700 km. Même si un petit Paris-Londres est plus simple à gérer qu'un petit Paris-Gers. C'est pas faux, c'est pas faux. Quoique le Gers commence à être quand même bien desservi. On a la chance d'être dans le Haut-Armagnac. Donc, voilà, Lectoure, c'est finalement qu'à 30 minutes d'Agen. Il y a un TGV Paris-Agen direct, donc c'est finalement pas si loin, je trouve. Quelle ambassadrice de l'Office du tourisme. N'est-ce pas ? Efficace. Magnifique. Voilà, donc on revient à Paris, et donc on est en 2018, et donc la Covid frappe 2 ans après, ce qui nous permet d'avoir une forme de transition entre ce rythme effréné en Asie et puis le retour en France. C'est différent, c'est pas aussi facile aussi de revenir après l'expatriation, je veux dire. Certainement. Ouais. Et puis peut-être que pour vos enfants, c'est pas un retour, c'est une découverte complète. Totalement, ouais, pour les enfants. Il faut aussi gérer ça. Ouais. Mais alors, ce que j'ai observé, c'est que pour les enfants, finalement, si les parents sont bien, ils vont bien. Et vous voyez, c'est très une bien. sorte de... On vient de gagner 4 heures de psy, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants sont des éponges, sentent que les parents sont dans une bonne dynamique, c'est épanouissant et équilibrant pour eux. Là, je parle vraiment du retour et de l'adaptation dans cette nouvelle ville. Ouais. En revanche, c'est aussi des éponges lorsqu'on devient entrepreneur et que les temps sont durs. Donc là, 4 ans de psy. Oui. C'est un autre artisanat. Avant que ça redevienne difficile, il se passe quelque chose, donc évidemment d'un tout petit peu violent dans le monde. Oui. Donc, comment est-ce que vous vous retrouvez confiné au domaine ? Alors ça, c'était le luxe d'avoir un endroit à la campagne où on pouvait nous se réfugier et puis pouvoir courir en pleine liberté. Donc on décide d'aller se confiner là-bas comme font, je crois, beaucoup de Français. Oui.
Et donc, on est près des parents, on est sur le vignoble, et naturellement, on aide. Tout le monde aide, mais toute l'équipe ne peut pas venir travailler tous les jours, donc on remplace, on fait des remplacements, et là, on découvre l'activité opérationnelle de l'intérieur. Parce que vous revenez sur le lieu de votre mariage. Oui, Votre mari Jean revient sur le lieu de sa naissance, de oui, sa jeunesse. oui. Vous disiez tout à l'heure que c'est le Benjamin de la famille dans la Oui, fratrie, oui, le 6e. le 6e, et qu'il était plutôt loin de l'aventure professionnelle, économique de la famille. Vous avez expliqué effectivement que ça ne l'intéressait pas, en tout cas dans un premier temps. Donc là, c'est contraint et forcé, mais heureux d'y être, que vous avez le temps de vous installer, Mhm, que vous mettez la main dans le fonctionnement parce que la Covid faisant, mhm, il manque du personnel et il faut faire tourner la maison. mhm. Et donc, c'est là que vous découvrez vraiment le quotidien, tous les deux. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une sorte de prise de conscience que Arton ne pouvait, n'était pas dans un cycle, j'allais dire, de vertueux, enfin, Arton déclinait en termes d'opération, mais tout simplement parce que les parents étaient fatigués aussi. Donc les deux parents ont plus de 80 ans. Aujourd'hui, oui. Non, à l'époque. À l'époque, Ouais. Aujourd'hui, ma bonne maman, Victoire, a 91 ans et Patrick, 85. Aujourd'hui. peut-être boire un peu plus d'Armagnac si ça conserve. D'accord. Ah non, mais elle est formidable. Toujours un dé tous les jours. Oui, Voilà, c'est pas une légende. voilà. Non, non, Ouais. c'est véridique. Et puis encore, vous l'avez pas vu, elle est extraordinaire, Victoire. Vraiment, bon. D'habitude, on dit que les Chinoises vieillissent bien, mais alors là, voilà. Donc ça va, vous avez trouvé une symétrie. Parfait. Pas que moi d'ailleurs. Je crois. Bonne maman a encore des grandes fans, des groupies qui lui écrivent, qui m'écrivent. Et, Parce qu'en plus, elle a eu plusieurs vies. C'est pas seulement une vie dédiée à Arton. Elle est oui, auteure. Et, enfin, oui. Bah, elle a presque vécu un siècle, hein, donc elle a traversé un siècle. Donc, ça permet d'avoir plusieurs vies. Oui, tout à fait. Donc les parents, effectivement, sont plus dans dans un autre rythme, mais économiquement, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas durable. J'allais dire un mot en anglais, Mais là, oui, bien attention. sûr, bien sûr. Donc, Je le vois venir. on peut moins se projeter. Et donc, nous, on a un éclairage qui est très différent, parce qu'on a travaillé dans des grands groupes. Moi, de mon côté, j'ai été aussi entrepreneur. J'ai eu mon agence de conseil en identité de marque, en stratégie de marque et en création. Une petite agence, certes, mais qui était dans une industrie, celui de la mode et du luxe, avec des chiffres qui sont mirobolants. Donc, c'est pas du tout les mêmes échelles. C'est pas les mêmes échelles, mais c'est le même instinct professionnel. Parce que si je vous laisse aller dans le détail de ces choses-là, c'est justement parce que c'est nourri de ce que vous avez été, que vous avez avec bienveillance pu, on va dire, auditer Bien sûr. et être force de proposition. On le verra tout à l'heure, il y a un savoureux mélange entre diplomatie et bienveillance qu'il faut avoir dans une position comme la vôtre. Et donc là, vous découvrez la réalité des chiffres. Oui. Ouais. Et votre instinct professionnel vous met quelques alertes. Oui, mais en même temps, comme c'est la famille, enfin, on n'a pas, c'est pas froid, c'est-à-dire qu'on essaie d'aider, et puis on se rend compte qu'il y a énormément de petites choses qui peuvent être corrigées, qui ne coûtent rien, mais qui sont simplement des manières de faire, des modalités, et qu'on va mettre en place petit à petit. Peut-être qu'on peut revenir sur un exemple dont vous avez eu la gentillesse de me présenter quand on préparait cette émission, qui est tout simplement le fonctionnement assez quotidien d'une maison d'Armagnac, où lorsque des personnes viennent découvrir le domaine, sollicitent le propriétaire, lui demandent de lui raconter un peu l'histoire des lieux, éventuellement que ça se finisse par une dégustation. Et si vous pouvez revenir sur cette anecdote, parce que là aussi, nos auditeurs peuvent se projeter dans des scénarios de maisons familiales qu'ils connaissent ou de difficultés à passer la main ou à trouver des solutions pour éviter quelques bertes financières. Et là, vous avez eu, en écoutant la réalité du quotidien, mais vous allez la présenter vous-même,
eu l'idée d'autre chose. Oui. Oui, oui. Vous faites allusion là aux visites des vignobles. Visite gratuite. Oui, visite gratuite. Bah, et oui, chronophage. c'est très, oui, oui. Donc c'est vrai, mon beau-père Patrick recevait des visites très spontanées, hein, en pleine journée, en pleine semaine ou en week-end, donc de touristes ou de curieux, d'amateurs, on va dire, de vin ou d'Armagnac, qui venaient donc au vignoble et demandaient à voir le propriétaire et demandaient à visiter, faire un tour du vignoble. Voilà, donc très gentiment. Mais comme ça se fait dans toutes les maisons, jusqu'à maintenant. Mais oui, oui, Eh oui, ça oui, fait. oui. C'est ce côté très direct ou authentique, simple, voilà, spontané. Et bien sûr, Patrick, lui, finalement, quelles que soient ses activités, devait tout arrêter. Aussi urgente soit-elle. Voilà, pour pouvoir voilà, dédier du temps. Alors, est-ce que c'était. En général, c'était bien plus qu'une heure. Ça pouvait prendre la demi-journée. Et puis, donc voilà, il s'arrête et puis il improvise cette visite. Alors, s'il fait beau, pas beau, on va dehors, on va dans les vignes, on va dans les chais. Voilà, donc tout ça, c'est beaucoup d'énergie. Et puis, à la fin de la visite, on va déguster. Et ensuite, on n'aime pas, on découvre. On passe encore le même temps ensuite finalement dans la dégustation. Et à la fin, donc les visiteurs achètent une bouteille ou deux parce qu'ils ont aimé, ou alors en guise de remerciement, on ne sait pas très bien. Et puis voilà, chacun repart avec sûrement un très bon moment, hein, mais ça Mais c'est très dangereux finalement pour le quotidien du domaine parce que ça vient manger tout doucement Patrick, oui. qui n'est pas à autre chose d'indispensable pour le bon fonctionnement. Et ça, et puis le fait que donc ce n'est pas prévu, donc rien n'est organisé, rien n'est préparé. Donc ça veut dire que Patrick, il peut aussi être, il n'est pas toujours pas toujours disponible ni disposé à recevoir des gens. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de caractère, etc. Donc en fait, on prend beaucoup de risques qu'il soit, je sais pas moi, soit mal en point, ou alors de mauvaise humeur. Et donc, si vous voulez, c'est... Comme il est l'ambassadeur de la maison, ça dégage éventuellement, alors que c'est censé être évidemment tout ça dans une ambiance un peu conviviale, ça peut dégager une mauvaise image. Mais oui, parce que, en fait, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri d'un mauvais commentaire en review, ce qui peut vous coûter très très cher derrière, parce que tout le monde lit ces commentaires. Donc je crois que c'est une liberté extraordinaire, et donc pour tous les visiteurs, c'est formidable de pouvoir lire les autres commentaires parce qu'on s'identifie. Mais en même temps, voilà, c'est quand même un risque pour celui qui reçoit. Voilà, si jamais il ne fait pas un travail impeccable alors que rien n'était prévu, vous voyez, en réalité, c'est pas un bon calcul. Alors, c'est pas un bon calcul, mais ce ne sont pas des choses qu'on réfléchit, parce qu'effectivement, on se fait avoir par ce quotidien-là. Il a bien conscience que ce n'est pas son métier que de recevoir, mais pour lui, c'est normal d'être le maître des lieux. Donc, si quelqu'un le sollicite, il se sent dans son rôle d'eux, mais vous avez un instinct du coup, d'organisation et d'optimisation qui vous a amené à tout doucement l'amener à une autre réflexion. Et du coup, créer pour la maison également une approche liée au tourisme, mais avec du coup une intelligence, on va dire, commerciale assez évidente, mais un peu innovante, évidemment, pour une maison d'Armagnac. Alors je dirais que ce qui me sauve, c'était que mon intention au départ était plutôt de le préserver. Oui, voilà. Voilà, et de ne pas l'épuiser, parce que je voyais qu'il fatiguait. Et qu'il n'avait pas forcément envie de le faire. Enfin, on voyait des gens arriver, et donc il fallait soudainement que tout le monde s'arrête pour s'occuper des visiteurs qui n'étaient pas prévus. Je dis comme ça parce que je pense que je ne suis pas du tout la seule concernée. Non, c'est pour ça que je n'hésite pas à revenir sur cet élément très représentatif. Beaucoup de maisons d'Armagnac fonctionnent encore comme ça, c'est-à-dire que les visites sont gratuites.
Ou alors peut-être qu'on va demander 3 euros. Enfin, moi, à l'époque de mon beau-père, c'était 3 euros. Alors, pourquoi 3 euros? Et bah, je ne comprenais même pas le montant. Et en fait, l'explication, c'est parce qu'il passait par un organisme qui faisait ce qu'on appelle de l'acquisition de clientèle, de visiteurs. Oui, absolument. Voilà. Et eux faisaient payer cette acquisition à Patrick, donc au vignoble. Et donc Patrick voulait tout simplement être remboursé là-dessus. Donc en fait, vous voyez, il payait ce qu'on appelle le coût de l'acquisition. Absolument. Voilà. Mais ça s'arrêtait là. Donc il n'y avait aucune intention. Oui, donc il y avait bon. Donc c'est pour ça. Et aujourd'hui, énormément de vignobles continuent à faire des visites gratuites ou à ce prix-là, ce tarif-là, qui finalement met dans une situation, enfin tout le monde, j'allais dire, y perd, parce que si vous vous mettez à la place du visiteur, vous allez faire ce tour qui va durer plus d'1 heure, et finalement, si vous n'achetez pas de bouteille, bon, bah alors vous passez vraiment pour quelqu'un un russe. Non, mais bien sûr. Oui, donc, on se sent finalement obligé d'acheter une bouteille pour faire plaisir. La motivation à l'achat n'est pas motivée par une noble intention. Exactement. Pas parce qu'on aime, mais parce que... Non, on fait un peu de social. Exactement. Mais sauf que là, on est en Côte de Gascogne. Donc, si vous décidez de prendre du vin, donc les Côtes de Gascogne, on a encore donc à l'époque, là, je parle il y a 5 ans, les bouteilles de vin sont toutes moins de 10 euros. Donc, vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est une rétribution, ça coûte, c'est 20, vous allez donner 20 euros, même si vous prenez une caisse de vin. En fait, c'est déconnecté complètement du coût réel que représente 3 heures de Patrick de Montal, du propriétaire récoltant qui, lui, doit s'occuper de sa vigne, s'occuper de l'équipe, du développement. Enfin, donc, j'allais dire, c'est vrai qu'en termes de gestion de ces ressources-là, ça n'a pas de sens. Alors, ce sont des réalités concrètes, mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont entendues, parce que justement, on est noyé par ses habitudes. Son voisin fait pareil. Bon, là, j'allais dire son père fait pareil, disons son beau-père, mais le principe est le même, c'est que, et là on parle d'Armagnac, on pourrait peut-être parler de Cognac, on n'est pas loin des mêmes habitudes, c'est de toute façon quelque chose de chronophage. Et là, vous avez tout doucement mis votre patte de manière à assurer un réveil en disant on peut aborder les choses d'une autre manière. Mais je voudrais que vous reprécisiez, parce que c'est aussi l'aventure de l'entrepreneur qui permet là aussi de faire un transfert, de se dire voilà, ça me parle dans d'autres univers, de rencontrer ces difficultés du quotidien et comment assurer un relais. Vous êtes arrivé au moment du Covid, vous avez mis les mains dans le cambouis, du moins dans les cépages. Et à quel moment c'est devenu un projet professionnel d'envisager une reprise ? Parce que c'est pas parce que vous y êtes que forcément c'est cohérent, même s'ils ont l'âge d'assurer une reprise. Comment c'est venu? C'était ça. Il a 6 frères et sœurs. Oui, mais c'était soit une reprise, soit c'était renoncer, c'est-à-dire vendre, ou alors arrêter. C'était laisser l'activité diminuer et puis finalement arrêter. Donc il n'y avait pas tellement de projets d'avenir. Donc il a fallu qu'on prenne cette décision-là avec mon mari. Et avec eux. Et avec ses parents. Ça les concerne un peu. Comment ça s'est fait, cette finesse-là? Mais je pense qu'ils l'ont toujours rêvé. Mais ils n'ont pas voulu nous le proposer formellement. C'était pas, finalement, ils n'ont pas souhaité nous imposer cette charge, donc craignait Jean pendant toute sa vie. D'accord. Voilà. Pas de pression. Non, il y avait. Mais vous disiez que votre belle-mère Victoire avait cette phrase: le succès d'Arton est de réussir la transmission totale. Alors ça sous-entendait quoi? C'est ce que j'ai ressenti. En fait, c'est ce que je ressens moi depuis 5 ans. C'était pas dit. Non. C'est avec mes parents, il y a beaucoup de non-dits, mais qui finalement sont aussi importants que ce qu'ils disent. C'est un bon interprète. Heureusement que vous êtes polyglotte. Oui, c'est très. N'est-ce pas? C'est le sentiment. C'est finalement la raison principale
de mon beau-père. C'est comme ça, il n'y a jamais de calcul chez lui. Rien n'est prémédité. C'est toujours le sentiment qui dicte ses actions, ses décisions depuis 50 ans. Victoire, eh bien, elle communique énormément, donc son amour pour toute sa famille. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai ressenti de Victoire, c'est que pour elle, le grand succès de sa vie et d'Arton, de ce domaine qu'ils ont construit, rebâti, replanté, c'est de réussir cette transmission familiale. Donc c'est comme ça aujourd'hui que je reçois Arton. Oui, et avec une contrainte également un peu certainement émouvante, c'est que pour Patrick, il a passé 40 ans à planter 40 hectares. Donc, parler d'arrachement nécessaire de certains cépages lui arrache nécessairement le cœur. Oui. Et si vous avez besoin d'arriver à ces conseils-là, c'est parce que l'histoire l'impose. Mais pour lui, immanquablement, maintenant à son âge, c'est un arrachement. Oui. Mais ça, c'est un sujet qui est encore très... j'allais dire tabou, c'est pas que c'est tabou, mais c'est un vrai sujet. On ne l'a toujours pas trouvé, la solution. Alors la façon de relier un peu tous nos sujets, c'est là on a commencé par une approche un peu entrepreneuriale définitivement, pour comprendre votre formation, vos parcours et comment la citadine arrive à être moteur finalement d'une reprise terrain agricole, viticole, et ensuite va faire bénéficier de sa qualité professionnelle avec son mari dans les possibilités de reprise et de changement nécessaires. Donc peut-être que maintenant, si vous avez la possibilité de nous parler un peu plus de la terre, de comment vous avez trouvé Arton, quelles sont les contraintes dans le cadre de cette transmission. Il y avait la nécessité aussi de bouger les sols, de réinvestir dans du matériel, de se transformer en bio. Si vous pouvez prendre le temps de maintenant de parler un peu de la terre. Oui. Alors... La bénédiction de cette histoire dans cette transmission, c'est que finalement, Jean et moi, mais peut-être encore plus moi, on a totalement adhéré à la vision des parents. Donc en cela, ça a été finalement extrêmement fluide. Parce qu'il ne faut pas oublier que donc, mes beaux-parents, Patrick de Montal et Victoire de Montesquiou, étaient des grands entrepreneurs, très... courageux et audacieux à l'époque, donc on parle d'il y a 50 ans. Ils reviennent en Gascogne dans les années 70. Et puis, Patrick a eu une fulgurance. Donc, à l'époque, il est journaliste, il travaille dans la presse, donc dans les médias, et il revient en terre gasconne, et il acquiert Arton. Donc, c'est pas un domaine qui était dans la famille. Donc, il a acheté ce vignoble, mais qui n'avait plus de vignes. Voilà. Donc, un ancien vignoble. Un ancien vignoble. Voilà. D'avant le phylloxéra. Donc, ça, le phylloxéra, donc, qui a complètement changé le paysage de la Gascogne, parce qu'avant, en Gascogne, il y avait énormément de vignes. Et dans le Haut-Armagnac. Et l'intégralité du terroir du Haut-Armagnac a été arrachée à cause du phylloxéra. Donc, il a réveillé un terroir disparu au cœur du Gers. Oui. Donc, c'est la terre des ancêtres de l'Armagnac, mais qui était éradiquée. Totalement. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi il a décidé de replanter 100 ans après le phylloxéra. Il faut savoir que quand on replante des vignes dans une terre qui n'a plus vu de vigne depuis 100 ans, on repart, il y a plus... une page blanche. C'est une page blanche. On ne bénéficie pas d'un sol préparé. Ouais. Exactement. Et puis une vigne, donc, met entre 3 et 4 ans à trouver ses racines dans le sol pour pouvoir ensuite donc pousser et puis faire des récoltes. Nous, dans le cas du Haut-Armagnac, on a un sol qui est de la pierre, avec l'eau qui est en dessous de la pierre. Donc, pour que les racines atteignent l'eau, il faut attendre 1 an de plus. Donc, c'est entre 4 à 5 ans avant de pouvoir faire sa première récolte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui l'a motivé pour devenir vigneron. Parce que, pour le coup, rien ne le prédestinait à devenir vigneron. J'insiste parce que l'anecdote est intéressante. Là aussi, en termes de transfert pour nos auditeurs qui nous suivent, c'est que voilà un exemple incroyable. Rien ne le prédestinait, et il choisit un scénario complexe. Oui.
Ouais, C'est le quand même... plus difficile. Mais voilà. On Donc, lui disait à faut l'époque. quand même qu'on garde ça en tête. Ouais. C'est un visionnaire, mais un fou pour les voisins. Alors, on l'a traité de fou toute sa vie Ah oui. pour différentes choses. Et donc, c'est vrai que ça explique toute l'histoire d'Arton. Donc, quand il arrive à Arton, à Lectoure, sa première reconversion, qui était la plus évidente, était de devenir négociant en Armagnac, c'est-à-dire acheter pour revendre. Donc, quand on est négociant, voilà, c'est un vrai métier. Aujourd'hui, la plupart des maisons d'Armagnac sont des négociants. Donc, on est dans la curation de barriques. On va aller voir des producteurs, différents producteurs. On va déguster ce qu'ils ont en stock depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années, et on sélectionne. Et ensuite, derrière, on a la liberté d'assembler, c'est-à-dire donc de mélanger, voilà, de constituer ces assemblages, et après d'estampiller sa marque, et puis ensuite de vendre sous sa marque. Donc ça, c'est le métier de négociant. Lorsque vous êtes négociant, vous pouvez aussi acheter l'étape d'avant, donc la matière première qui est en fait non pas des barriques d'Armagnac, mais le vin qui est préparé pour la distillation. Ça s'appelle un vin de distillation, donc à partir de raisins. Et ensuite, ce vin-là de distillation, on va distiller ce vin pour le transformer en spiritueux, en Armagnac, et après s'occuper de l'élevage. Donc, vieillissement, ou nous, en Armagnac, on appelle ça un élevage. Oui. Voilà. Donc ça, c'était le métier de Patrick quand il est arrivé en Gascogne. Et à ce moment-là, il était associé avec son cousin, Olivier de Montal. Et ensemble, ils ont créé cette maison qui s'appelle Armagnac de Montal, qui existe toujours aujourd'hui. Donc là, on est dans les fin des années 70, début des années 80. Ils ont un rayonnement international, puisque c'est la première maison qui introduit la notion de millésime d'Armagnac aux États-Unis en 82-83. Parce qu'avant eux, il n'y avait pas cette notion, il n'y avait pas l'autorisation d'importer, de vendre des millésimes d'Armagnac aux États-Unis. C'était interdit. Donc ils obtiennent ce droit-là, donc qui a pu faire profiter aussi toutes les maisons d'Armagnac qui les ont suivis. Il a ouvert un petit sens mercatique étonnant, parce qu'effectivement, normalement, on n'a pas ce genre d'instinct lorsqu'on se lance dans cette aventure. Donc, il a été aussi visionnaire. Il a été visionnaire intégralement là-dedans, mais c'est parce que tout ça, c'était très cohérent avec sa conviction profonde que l'Armagnac s'inscrit dans la culture du vin. Et le vin, ce sont les millésimes, parce que chaque année, la météo est différente, les cuvées sont différentes, les raisins, enfin, on est dans le vivant. Donc, le millésime est la preuve du vivant. Qui subsiste, qui est conservé dans l'Armagnac. Donc pour lui, ce n'était que quelque chose de très cohérent et qui aussi permettait de se différencier du cognac. Ce qu'il y avait à l'époque, et je pense encore malheureusement aujourd'hui, une grande confusion entre ces deux spiritueux que sont l'Armagnac et le cognac. Donc pour pouvoir différencier l'Armagnac du cognac, Patrick a introduit aux États-Unis la notion des millésimes en Armagnac. C'est la première fois. On est en 1983. Ah, magnifique. Oui, magnifique. Donc, et toujours dans cette conviction-là, c'est-à-dire... J'insiste, c'est-à-dire que celui qui a été considéré comme fou par toute la profession a ouvert les portes de l'Amérique pour les millésimes d'Armagnac au profit de tout le monde. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il faut quand même bien intégrer cette belle folie du visionnaire. Et donc, pourquoi ensuite il a décidé de planter sa vigne ? Parce que c'est précisément pour cette même raison. C'est-à-dire que l'Armagnac s'inscrit dans la culture du vin. Et pour s'assurer d'avoir le meilleur vin de distillation, quoi de mieux que planter sa propre vigne ? Alors, ça nous amène peut-être à un autre point qu'on va aborder juste après notre petit bobino, comme vous le savez, vous qui êtes habitués. Donc, je passe la main à la technique et je vous retrouve avec joie, avec Lily, juste après. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Nous voilà de retour et je voudrais reprendre le dernier point de notre invité, Lily de Montal, qui parlait de cette folie de visionnaire et de cette générosité de son beau-père qui l'a amené à ouvrir la porte des États-Unis pour les millésimes d'Armagnac et derrière de replanter des vignes, ce qui n'était pas du tout une tradition et ce qui ne se faisait pas à ce moment-là. Donc peut-être que vous pouvez nous réexpliquer la notion du temps, chère Lily, parce que
Je sais que c'est une signature de la maison, cette notion du temps, que vous-même, vous avez très bien compris. C'est-à-dire que d'habitude, en Armagnac, si on peut parler ainsi, on joue sur la longévité et la valorisation du temps. Mais là, on démarre une aventure neuve et vous vous rendez compte que justement, le temps n'est pas n'est pas l'élément indispensable. Vous aviez une formule très intéressante que vous pouvez nous resservir. Ah là là, cette notion de temps, c'est très délicat parce que tout le monde croit qu'un bon Armagnac est forcément ancien. Attention, les préjugés vont tomber. Écoutez bien, chers amis auditeurs. Donc moi, j'ai très souvent entendu que l'âge, plus un Armagnac est âgé et ancien, meilleur il est. C'est vrai que ce que l'on voit dans les caves et dans les chais, c'est que souvent les Armagnacs anciens sont plus chers. Et il y a une sorte d'amalgame ou d'association entre qui dit plus cher dit forcément de meilleure qualité. Moi, je ne vais pas vous dire que le temps n'a pas de prix. Bien sûr que quelque chose qui va soudainement cristalliser 40 années, ça a énormément de valeur. Parce que peut-être que c'est... alors là, il faut que je trouve le mot en français. S'il vous plaît, Lily. Et voilà, et c'est peut-être... je pense que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et que quand on aime quelqu'un, on donne de son temps. Donc, tout est dit, absolument. Donc une bouteille qui va cristalliser 40 années, ça a énormément de valeur. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce qu'il y a dedans est bon. Donc, non, mais vous avez osé. Voilà, donc et vous avez osé parce que vous savez aussi pourquoi vous le dites. Donc, développons encore un petit peu. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui... ça a été finalement le sujet, le point où on a totalement adhéré à la vision de mon beau-père. Patrick de Montal, quand il est négociant en Armagnac, donc il achète ce vin de distillation. Il est en charge de l'alambic, donc il est bouilleur de cru, et il va donc distiller, c'est-à-dire brûler la matière première qui est ce vin pour le transformer, donc pour en fait faire évaporer l'eau et concentrer l'alcool, l'éthanol, dans le distillat, donc ce qui va sortir de l'alambic. Dans le processus de la distillation armagnacaise, vous n'avez qu'une seule distillation. Ce qui explique que ce qui sort de l'alambic titre à un degré d'alcool finalement assez bas. C'est-à-dire qu'il va titrer à peu près autour de 55% d'alcool, 55 degrés d'alcool. Dans le cas du cognac, par exemple, on distille 2 fois. Plus vous distillez, plus vous brûlez, plus vous enlevez d'eau, plus vous avez de l'éthanol et donc de l'alcool. À l'issue de 2 distillations dans le cognac, vous titrez à un distillat au-dessus de 72% d'alcool. Tout le monde suit. Bon. D'accord. Donc, dans le cas de l'Armagnac, en réalité, et c'est vrai dans le monde de tous les spiritueux, on se retrouve avec une typologie d'alcool qui finalement a un titre très très bas qui est, en alcool. C'est-à-dire qu'on est à 55% d'alcool. Ça veut dire que la matière restante, les 45 autres pourcents, n'est pas d'alcool. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est encore de la matière première, c'est encore ce vin qui est vivant et qui continue à évoluer. C'est pour ça qu'en Armagnac, on parle d'élevage et pas de vieillissement. Oui. Ce qui nous intéresse quand on met ce distillat en barrique, c'est l'évolution du vivant, pas tellement l'évolution de l'alcool qui, lui, finalement, c'est assez figé, puisque voilà, on est dans de l'éthanol, mais la matière vivante, donc les 45%, c'est-à-dire presque la moitié de ce qui reste, c'est ça. Continue à évoluer. Et donc, on parle d'élevage, parce que dans l'élevage, de la même manière qu'on élève des enfants, le vivant évolue. Oui, vous disiez tout au début, quand nous en parlions, on est dans un univers de la maîtrise du vivant et de la nature. Alors, si on peut la maîtriser, oui, mais bon, effectivement, non, mais la recherche, la quête. Voilà, c'est ça. Et c'est une donnée qui est intéressante parce que du vivant, voilà. C'est ça. Et là, on touche pleinement aussi l'ADN du Libre Journal des artisans parce que c'est ce genre de particularité qui montre toute la spécificité de l'art et de l'artisanat
dans cette... C'est ce qui explique pourquoi l'Armagnac est forcément artisanal. Oui. En fait, on ne peut pas sortir de l'artisanal et qu'un bon Armagnac est forcément artisanal et j'irais même plus loin qu'artisanal, il est agricole. Oui, absolument. Mais dans une agriculture artisanale. Voilà, je le précise quand même. Donc je reformule, l'âge ne fait pas la qualité et le prix de l'Armagnac n'est pas lié au temps. Alors ça, c'est le cas effectivement chez nous, parce que donc De par à partir l'histoire du des moment, nouvelles vignes. à partir du moment où on comprend que c'est finalement cette part, cette maîtrise du vivant, donc c'est 45% qui va définir toutes les saveurs et tous les arômes de l'Armagnac. Eh bien, on comprend qu'un bon Armagnac, finalement, c'est tout ce qui est entrepris dans la partie vinicole. Donc avant la distillation, puisque la moitié du distillat est encore vivante. Ouais. Donc ça veut dire que chez nous, chez Arton, notre quête est de maîtriser à la perfection, j'allais dire, toute la partie vitivinicole, pour ensuite laisser la nature œuvrer et ensuite l'élevage s'exprimer naturellement. Oui, bien sûr. Et donc c'est à Arton, nous avons observé que autour de 10 années d'élevage, après 10 années d'élevage, ce qui en vrai était très jeune pour un Armagnac. Oui, forcément, bien sûr, par rapport à des maisons. Oui. Par rapport à des maisons plus traditionnelles j'allais dire même par rapport au cognac. Parce qu'il y a une raison assez technique. Alors, j'espère que... C'est le moment. C'est le moment, ok, c'est le moment. D'accord. Donc, dans le cognac, puisque vous avez une double distillation, vous obtenez un distillat qui titre à 72% d'alcool. Personne ne déguste du cognac à 72%. Vous êtes du côté de l'Oural peut-être, mais... donc, pour pouvoir les déguster autour de 40%, 42%, maintenant, la mode est aussi ce qu'on appelle les bruts de fût, donc ça titre un peu plus fort, mais on est autour, on va dire, entre 40 et 45 degrés d'alcool. Pour pouvoir avoir un cognac de ce degré-là d'alcool, on réduit, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'eau distillée pendant le vieillissement et on laisse le temps au spiritueux, donc au cognac, d'intégrer l'eau sans casser la structure de l'alcool. Et ça, pour ça, il faut du temps, parce qu'on rajoute de l'eau. Mais en Armagnac, comme vous titrez très bas, à 55 degrés d'alcool, on ne rajoute pas d'eau. Parce que dans un chai humide, où vous faites l'élevage, l'humidité naturelle du chai suffit en 10 années pour réduire naturellement le spiritueux à l'intérieur de la barrique, en dessous de la barre des 50 degrés. Donc on ne rajoute pas d'eau, donc on n'a techniquement pas besoin d'attendre. Pas besoin. Non. Mais... Et donc, au bout de 10 ans, on a déjà une expression extraordinaire. Donc dans notre jargon, on appelle ça un millefeuille aromatique, naturel, mais qui s'explique parce que 45% de la matière est encore vivante, et c'est ces 45%-là qui vont apporter ce bouquet. Voilà, et vous, en gros, grâce à la maîtrise du temps au moment de la fabrication, vous offrez un produit complet qui, je parlais de préjugés tout à l'heure, qu'on pense retrouver que dans des vieilles maisons ou avec des négociants qui sont allés chercher des choses qui ont eu le temps de maturer. Alors que là, on peut démarrer une vigne vierge, avoir la vision qu'avait Patrick, réussir cette exploitation et laisser le temps dont vous parlez pour générer le millefeuille et avoir les juste arômes. Le temps qu'il faut. Ça, oui. ce temps-là, c'est autour de 10 ans. 10 années suffisent pour pouvoir avoir cette expression, cette optimale, voilà, cette magie, cette alchimie qui va s'opérer entre la barrique, l'eau de vie à l'intérieur, donc l'Armagnac, et le chai, donc le terroir, le chai humide. Et ces 10 années-là suffisent, mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile de casser cette idée reçue qu'un bon Armagnac n'est pas forcément ancien. Oui, c'est ça. Ça. Oui, parce que le temps a tellement de valeur qu'on croit que... Voilà. Je pense que la bonne question, ce n'est pas tellement est-ce que c'est meilleur si l'Armagnac est ancien, mais c'est plutôt aimez-vous un Armagnac ancien ? Parce que ce qui est vrai, c'est que vous avez à l'intérieur de la barrique différents arômes qui se développent avec le temps, comme le rancio. Et si vous aimez le rancio, oui, je vous redirigerai vers des maisons qui ont des Armagnacs très anciens parce que vous avez plus de rancio
lorsque vous avez un long élevage. Et comme c'est une histoire de goût, il en va de chacun. Bien sûr. Voilà, on ne fait pas de copier-coller en la matière, mais on a des préjugés, c'est tout à fait normal, puisqu'avant d'être un expert, on a son expérience ou ce qu'on croit être le bon. Donc, quitte à choisir, autant se tourner vers sûrement un ancien Armagnac. Après, la distinction Armagnac, ancien ou Armagnac, votre domaine justement est là pour clarifier tout ça. Mais c'est vrai qu'on va venir à la fin dans votre présentation sur aussi, c'est pour ça que je démarrais ainsi en parlant de courage et de succès, parce que dans un délai incroyablement court par rapport peut-être à d'autres maisons, vous avez apporté une accélération dans les changements, une vision, un sens de la marque et des opportunités aussi. Donc on parlera des nombreux prix que vous avez eus et des projets professionnels qui vont derrière. Je rebondis sur une des questions d'un auditeur parce que, donc comme nous sommes en direct jusqu'à 21h30, des messages nous arrivent. Et là, je prends l'exemple de cette question qui montre le côté très utile dans le quotidien, dans la consommation. Je possède une bouteille de vieil Armagnac, parce que l'expression vieil Armagnac, forcément, est habituelle, qui me sert depuis des décennies pour faire mon foie gras au torchon à Noël. Elle a gardé tout son parfum. Mais une question, l'Armagnac est-il consommé comme le cognac à la place du vin au repas ? En Asie du Sud-Est, il pose la question pour l'Asie du Sud-Est. Enfin, j'aimerais un jour visiter le château du Seigneur de Montluc, qui a laissé des mémoires lors des guerres de religion et qui, de nos jours, sauf erreur, produit un pousse-rapière. Donc, effectivement, il y a les réputations, il y a les grandes maisons, mais là, il y avait une question de savoir quelles étaient les habitudes en Asie du Sud-Est, parce que les Chinois, dit-on, dans les grandes généralités, ont mal géré dans le Bordelais quelques acquisitions. Confirmez-vous, parce que ce n'est pas une parole d'évangile. Donc, voilà, toujours dans l'idée des préjugés. Il y a la question culinaire. Est-ce que c'est pratiqué aussi comme un cognac ? Mais moi, j'ai aussi découvert cette... pairing, cette dégustation, je ne sais plus comment on dit en français, pairing. Voilà, hop, clic. Exactement, assumé, très bien. J'ai découvert ça en Asie du Sud-Est. J'ai dégusté du foie gras avec de la blanche Armagnac. Et c'était exquis, c'est extraordinaire parce que souvent on pense que le foie gras se déguste avec du vin moelleux. Oui. Et je pense que c'est beaucoup de sucre sur du gras. C'est finalement pas idéal en réalité en dégustation. Alors que la blanche Armagnac, donc on a toute l'expression du vin, de l'aromatique du vin sans le bois. Donc il faut absolument qu'on revienne sur cette notion de blanche Armagnac. Alors, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Précisez-nous s'il vous plaît pour qu'on puisse intégrer les spécificités. La blanche Armagnac, c'est l'Armagnac sans l'élevage. Donc c'est précisément ce qui sort de l'alambic armagnacais sans le bois, donc sans élevage dans une barrique, dans un fût en chêne de Gascogne. Donc c'est l'Armagnac sans le bois. Ce qui est très particulier parce que on a l'habitude, tout le monde connaît l'Armagnac avec le bois, c'est brun. On parle énormément de vieillissement, de chêne, quel type de chêne, de Gascogne, chêne pédonculé ou pas, quelle chauffe, voilà, tout l'art en général, le maître de chai, c'est aussi ça, c'est cette maîtrise de la prise de bois qui intervient dès les premières années et ensuite sur tout l'élevage. Bon, là, il faut imaginer un Armagnac sans le bois. Et ce qui reste, c'est évidemment le vin, c'est l'esprit du vin. À quel degré ? Alors, il titre à 55 degrés. Quand même ? Oui, comme un Armagnac. Mais ressenti ? Alors, ça dépend, donc à ce moment-là, si vous le réduisez ou pas. Donc là, pour l'usage, pour la petite anecdote, c'est mon beau-père, en 1985, il décide de mettre en bouteille la blanche, enfin cette étape-là de l'Armagnac, donc l'Armagnac sans le bois, de le mettre en bouteille et de le commercialiser comme tel en disant que si donc les amateurs allaient apprécier ce produit, voilà, ils allaient comprendre tout à l'âme de l'Armagnac. Parce que... Et c'était une première. Ah oui, alors c'était l'Armagnac, la blanche Armagnac, techniquement existe depuis 700 ans, depuis que l'Armagnac existe. Mais personne ne l'avait dégusté comme ça.
Et c'est là où je reviens à cette notion de temps, Ouais. parce que à l'époque, donc en 85, tout le monde, tous les négociants, recherchaient des expressions anciennes. Donc, plus un Armagnac était ancien, donc voilà, il fallait trouver des Armagnacs qui avaient 100 ans d'âge pour pouvoir l'apprécier. Voilà. Et là, Patrick propose à son cousin de mettre en bouteille un Armagnac qui a 0 ans. Donc, on l'a traité de fou toute sa vie. Mais Donc, oui, voilà. il y a eu une vraie divergence, j'allais dire, de vision, parce que son cousin préférait chasser parce qu'il faisait de la curation, donc Oui. voilà, en tant que Non, mais négociant. l'expression est bonne, oui, bien sûr. Voilà, trouver, découvrir, on va dire plutôt, des très belles barriques dans des maisons de production traditionnelles ou qui gardaient ça précieusement, tandis que Patrick essayait de défendre l'hypothèse du vivant en disant que finalement un très bon Armagnac, c'est un Armagnac qui est très bien conçu et qui est bien cultivé au sens dans la terre et au sens artisanal du terme. Et c'est là où je pense que nous, la deuxième génération, c'est là où je vous disais, on a une adhésion intégrale, parce que moi aujourd'hui j'ai 43 ans, j'ai 3 enfants. C'est une priorité absolue de savoir comment ils s'alimentent, comment nourrir mes enfants, ce qu'il y a dans leurs assiettes, ce qu'il y a dans leurs verres, et pour moi-même, pour des soucis de santé. Et c'est un grand privilège de notre génération, c'est d'avoir aujourd'hui un recul au niveau de la santé et de l'alimentation, d'avoir une corrélation directe. Alors, je ne dis pas que les générations précédentes ne savaient pas s'alimenter, c'est faux. D'ailleurs, ils savaient beaucoup mieux dans les campagnes, d'ailleurs. Évidemment. Voilà, ils Le vivaient bonheur avec du circuit court, oui. du circuit court, des saisons, de savoir exactement, vivre au rythme des saisons, bien sûr. de cultiver en fait son potager. Bon. Mais alors, c'est peut-être aussi parce que j'essaye de faire le maître du temps pour être sûr d'aborder également les sujets de Et de répondre succès. aux questions, faut pas que Et de répondre aux questions. Mais vous l'avez fait et ça répond aussi à d'autres demandes. Mais pour revenir, après, on va clôturer aussi par les aventures et les projets qui sont les vôtres et les succès que vous avez rencontrés. Mais là, ce point, c'est un point un peu charnière. On a bien compris la passerelle entre le passé, le présent et l'avenir pour essayer de respecter et de réussir la transmission en fait, de ce projet. Mais voilà, vous disiez en préparant l'émission, on boit moins mais mieux. Donc effectivement, c'est un résumé d'une situation de réalité économique et de réflexe du consommateur. C'est une bonne chose du coup pour des maisons comme les vôtres qui a toujours réussi à être visionnaire, à proposer des choses, à innover. Et alors maintenant, ça vaut justement dans le cadre de ces innovations et de ces succès dont je parlais. On a parlé de la partie difficile de l'entrepreneur, du moment compliqué, de la fermeture des marchés. Mais voilà, vous avez fait le point avec votre mari. Je crois que vous lui avez posé une question qui est assez illustrante également. C'est si tu n'avais pas de problème d'argent, enfin de problématiques liées à l'argent, quel est l'endroit dans le monde où tu aurais envie d'être ? Et bon an, mal an, vous avez été surprise de voir que finalement, c'était pleinement Arthon et sur ces terres. Oui. Donc, vous avez trouvé, vous l'avez suivi, vous avez été moteur d'avancer dans ce projet et de trouver des solutions pour que les problèmes d'argent n'en soient plus. Voilà, ça c'est exactement ce sur quoi on travaille depuis 5 ans. Tu m'identifie un problème, je te retire le problème. Oui, si ça pouvait être aussi simple. Bien sûr. Mais l'énergie que vous avez déployée, et j'en viens justement pour qu'on ait le temps d'en parler, au succès quand même et au prix que vous avez reçu récemment. Et je reviens particulièrement sur la personne qui nous a présenté, parce que qui était venue sur ce plateau, qui est Vladimir Kaufmann, et qui vous a découvert, parce que lui-même étant un tout petit peu concerné par les aventures de spiritueux et de vin en France, nous a parlé du prix du président de la République, qui a donc distingué un Armagnac d'aujourd'hui. C'était le vôtre. Quel est ce prix ? Comment vous êtes arrivé dans cette aventure ? Là aussi, par rapport à d'autres maisons, vous êtes frais et vous avez pleinement réussi à communiquer, à créer des visuels, à savoir développer et faire connaître. Oui, tout à fait. C'est ça. Ce prix-là prouve que les lignes changent en Armagnac. C'est vraiment comme ça qu'on l'a reçu. C'est, je pense, un bon signal pour toute la filière qu'on
on a une vraie opportunité, je pense, aujourd'hui, pour tous les Armagnacs, d'établir la corrélation entre le vivant et ce spiritueux. Donc, si vous deviez choisir un spiritueux, le plus naturel et le plus agricole possible, ce serait l'Armagnac. Voilà, par défaut. ça pourrait être le mot de conclusion. Et pour autant, vous avez encore de beaux succès à relater. Mais gardons ça à l'esprit. S'il devait y en avoir qu'un, aujourd'hui, naturellement, ce serait l'Armagnac. Oui, je pense. Pour des raisons que vous allez aussi mais parce que pour redévelopper un peu. Oui, c'est toujours cette part de vivant c'est encore l'Armagnac, c'est encore à moitié vivant. C'est encore du vin. Il y a toute l'âme du vin. Et puis cette réalité agricole dont vous parliez tout à l'heure, cette réalité du vivant, oui. parce que là aussi, vous l'aurez compris, cher ami auditeur, Lily de Montal est effectivement crédible sur son sujet, s'est approprié à bras-le-corps cette histoire familiale en ayant le sens des choses et les opportunités et les prix que vous avez reçus. Donc je repense si vous pouvez nous reparler aussi de particulièrement le millésime La Flamme, d'où est venue cette sémantique et ce positionnement. Oui, alors la Flamme, c'est une marque déposée, la Flamme d'Arton, qui vient définir, enfin qui vient nommer le type d'Armagnac qui correspond au millésime. Donc en fait, il faut savoir qu'en Armagnac, il y a 4 types d'Armagnac. Donc là, je parle pour tous les terroirs, Bas Armagnac, Haut Armagnac, Ténarèze. Voilà, pour toute ma filière, il y a 4 types d'Armagnac. La première, c'est la blanche, donc voilà, qui est née à Arton. Enfin, c'est un type d'Armagnac. Oui, c'est pas tous les jours qu'on a des parents qui créent une AOC. Mais exactement, c'est magnifique. Voilà. Il faut vraiment intégrer d'où l'histoire est venue, ce que vous avez abattu comme travail sur 2 générations. Donc voilà, donc c'est vrai que la blanche. Tout à l'heure, c'était le début, mais c'est vrai que ça a été tout le début d'Arton, ça a été la naissance de cette blanche Armagnac. Elle a été créée par mon beau-père, enfin mise en bouteille pour la première fois en 1985. 20 ans après, donc en 2005, l'INAO, le Bureau des appellations en France, dédie à ce type d'Armagnac blanc l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée. Donc reconnaît que c'est une typologie de spiritueux à part entière et lui donne une AOC. Et à cette époque, donc pendant 20 ans, mon beau-père n'avait pas le droit d'appeler ce produit Armagnac, puisque par définition, le cahier des charges de l'AOC Armagnac stipule qu'il faut 18 mois d'élevage, ce qui n'est pas le cas de la blanche. Donc, il a créé une marque qui s'appelle déposée, qui s'appelle Fine Blanche. Fine parce que ça veut dire distillat, blanche parce que ce n'est pas brun. Et donc, en hommage à Fine Blanche, l'INAO appelle cette nouvelle catégorie d'Armagnac, la blanche Armagnac. Donc, en d'autres termes, on donne notre nom à la catégorie aujourd'hui, qui est celle, d'ailleurs, dans notre filière en Armagnac, c'est le type d'Armagnac qui est en plus forte croissance. Non, gardons bien ça en tête, gardons bien ça en tête, c'est-à-dire que rien ne prédestiné à cette réussite, à cette innovation. Tout le monde aurait pu dire « ne le fais pas ». C'est inenvisageable. Donc dans la série, c'est parce que c'est impossible qu'il l'a fait. Patrick donc a réussi. Et sous son règne, c'est-à-dire qu'il a connu la réflexion, le développement, et il en a récolté les fruits. Oui, tout à fait. En une génération. Oui, c'est ça. Là aussi, et là, encore une fois, il ouvre la voie à tous les autres Armagnacais. Parce qu'aujourd'hui, toutes les maisons d'Armagnac font de la blanche. Donc, vous voyez, ça a été. C'est pour ça que je dis que c'est un pionnier. Il a été le premier à avoir montré, pas seulement l'exemple, mais à franchir le pas, à prendre les risques aussi que ça portait. Donc voilà, donc le premier type d'Armagnac, c'est la blanche. Okay, donc il n'a pas de bois, donc pas d'élevage. Donc l'avantage aussi économique, c'est que c'est prêt en même temps qu'à vin. Donc il n'y a pas, vous voyez, ce n'est pas immobilisé pendant 10 ans. Et oui, bien sûr, gestion, mais ça bénéficie de toute la noblesse de l'Armagnac. Donc d'où l'importance que ce soit une appellation à part entière. Ensuite, vous avez ce que j'appelle le deuxième type d'Armagnac, qui sont les assemblages verticaux. C'est-à-dire un assemblage de barriques de différentes années et de différents cépages. Et là, chaque maison va développer son propre style. C'est plus habituel. Oui, mais plutôt des références, vous voyez, où on est dans la constance. C'est-à-dire que chaque année, on veut reproduire ces cuvées-là,
C'est le client qui a envie de retrouver une régularité. Oui, le Alors client, mais ça permet aussi, vous savez, c'est comme les maisons de couture. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans la mode, donc dans des grandes maisons de couture. Ce qui est formidable, c'est que chaque créateur va avoir un petit peu ses pièces signatures, ses signatures. Donc, est-ce que c'est le plissé? Est-ce que c'est les couleurs? Voilà, chacun. Voilà, et il n'y a aucune limite à cette créativité-là. Et la beauté des maisons d'Armagnac, c'est que chaque maison d'Armagnac va pouvoir, j'allais dire, créer des cuvées un peu signatures qui chaque année vont être reconstituées, réassemblées. Donc type 2, voilà. Donc si là je devais refaire un petit peu ma comparaison avec le cognac, les cognacs ce ne sont que des assemblages verticaux. Et donc là, vous avez différentes années. Donc vous avez messieurs du cognac, ça n'a rien de personnel. Laissez Lily présenter la valeur ajoutée de l'Armagnac. C'est une réalité. Ah non, mais l'Armagnac doit énormément au cognac. Moi, je profite. Oui, la cousinade est indispensable. Oui. Mais c'est grâce au cognac que les gens aussi découvrent l'Armagnac. Le cognac, vous avez à une telle justement visibilité, un tel rayonnement international que les gens qui goûtent le cognac, qui veulent un petit peu découvrir davantage, ensuite arrivent en Armagnac. Donc moi, je trouve que on remercie au contraire. Et d'ailleurs, les deux interprofessions travaillent très souvent ensemble, là sur les dossiers importants comme ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine. Donc au contraire, il y a une proximité, et puis bon, le cognac est quand même vraiment beaucoup plus grand que l'Armagnac, hein, donc je pense pas qu'on soit un risque. Suivons de près quand même l'aventure de la Maison Arton. J'ai envie de vous embarquer. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. J'ai pas répondu sur la flamme. Hein. Bon, non, c'est pour ça. Je vais laisser après des informations sous notre émission, de manière à ce que les auditeurs puissent aller retrouver le site internet et avoir plus de renseignements, ou vous poser des questions sur les réseaux sociaux en direct quand l'occasion se présente. Mais je voudrais avoir votre éclairage sur un point incroyable aussi en termes de communication et d'innovation. On connaît Emily in Paris. Là, on peut se demander, mais quel est le rapport? Que se passe-t-il? On a quitté le Gers, on connaît Emily in Paris, on connaît l'efficacité de ce genre de format sur différents chaînes cryptées. Vous avez potentiellement bientôt, mais on ne dit pas quelle maison, mais quelqu'un qui avait envie de creuser ce que sera Lily en Armagnac, et finalement un regard de série sur vous pour valoriser et faire connaître la maison et l'aventure de cette famille en Armagnac. Oui. Donc ça, c'est quand même complètement innovant, nouveau, et c'est encore vous. Oui, mais ça c'était, j'allais dire, un hasard, si ça existe. Vous l'avez bien provoqué, le hasard, à chaque fois. Donc, dans cette maison, le hasard n'existe pas. Oui, c'est vrai que ça nous est tombé dessus. C'est donc pas du tout prémédité. Et pas habituel, évidemment. Donc c'est un projet qui est actuellement en écriture depuis l'été dernier. En fait, comme chaque été, parce que l'été, il y a quand même une saison sur la partie spiritourisme, donc ce que le no-tourisme est au spiritueux. Et, on n'en a pas parlé, gardons bien en tête le spiritourisme, parce que là aussi, vous le développez énormément. Oui, donc c'est nouveau. On est parti, vous savez, de la visite à 3 € à quelque chose de beaucoup plus construit. Et bien accueilli par les clients. Oui, parce qu'on a reçu le trophée de la meilleure visite, expérience de dégustation. Donc on part, je cours après le temps, mais on part de quelqu'un qui effectivement suit ses habitudes. On reste, finalement, vous avez quelque part la petite voix qui dit tout ce qui n'est pas facturé n'a pas de valeur. Et vous arrivez à construire une offre qui est bien accueillie et qui répond pleinement à un besoin. Oui, je pense que ça répond à un besoin, tout à fait. Et donc, je voulais que ce soit aussi une expérience qui soit la plus, comment dire, mémorable aussi pour le visiteur. Donc il y a eu, on a fait un grand travail aussi pédagogique et qui raconte justement tout l'Armagnac. Donc quand vous venez chez nous pour la dégustation, c'est un dessin où vous voyez tous les cépages et qui rappelle que l'Armagnac provient du raisin. Parce que parfois, vous savez, on met beaucoup l'emphase sur la partie élevage, vieillissement, et on oublie que ça vient du vivant. Donc voilà. Exactement. Et ça, c'est indispensable de le rappeler. J'espère que on a reçu beaucoup d'informations ce soir, mais qu'on garde bien en tête. Et puis vous l'incarnez avec suffisamment de force et
Oui, vous l'incarnez complètement, donc c'est merveilleux de rentrer dans cette histoire avec vous. Donc, lors d'une visite, Oui. donc l'été dernier, je conduis un groupe, comme chaque année, et dans ce groupe, il y a un producteur, voilà, qui ne se présente pas, bien sûr, mais qui me pose plein de questions, voilà, sur qui je suis, comment j'en suis arrivée là, voilà. Et moi, je pensais que, très naïvement, qu'il voulait me parler de la Chine, voilà. Et en fait, pas du tout. Et donc, je lui dis très humblement, ce que je vous ai raconté en tout début d'émission, c'est que je ne connais rien à la Chine parce que je n'y habite pas, mais que je serais ravie de le mettre en contact avec. Et en fait, cette personne m'a dit non, j'ai une autre idée. Et j'ai besoin de créer, je travaille sur un projet entre la France et une audience asiatique auquel ils pourraient s'identifier. Et vous êtes le sujet idéal. Voilà. Donc, mais il a raison. Quand on a ce genre de projet, vous êtes servi sur un plateau. C'est merveilleux de pouvoir avoir une Liline Montal qui incarne. Ouais. Donc, vous allez avoir un nouveau rôle à jouer. Dans tous les sens du terme. Bien heureusement, c'est une fiction. Alors, je précise vraiment, c'est une fiction parce que je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé. Oui. Mais c'est quand même une nouvelle corde à votre arc. Non pas dans l'action, le côté théâtral, mais dans le côté aventure professionnelle d'une nouvelle nature qui s'offre à vous. Alors moi, j'ai mis 2 conditions. Bon, j'ai accepté de faire ce projet qui m'a demandé d'ailleurs pas mal de travail parce qu'il a fallu que j'écrive, je donne mon témoignage de ce que j'ai traversé, comment ça s'est passé avec mes beaux-parents, la reprise, la transmission, donc tous ces sujets-là. Et dans une filière aussi qui est de l'Armagnac, qui est aussi en difficulté. Donc, il y a toute la partie entrepreneuriale, toute la partie transmission familiale, et puis aussi, évidemment, le contraste énorme entre une vie citadine et une vie ensuite à la campagne. Donc, c'est tous ces sujets-là qui les ont intéressés. Et moi, donc, il a fallu que je revive tous ces moments-là, bons comme moins bons. Oui. Voilà, avec bon. Et finalement, donc là, le projet est en cours d'écriture. C'est une fiction. Donc, qui sera joué par des vrais acteurs, bien heureusement. Mais c'est vrai que, j'allais dire, je ne sais toujours pas la fin de l'histoire. Je voudrais, moi aussi, voir la série pour savoir comment se termine l'histoire et est-ce que oui ou non, la nouvelle génération va réussir à en faire un succès. Mais j'ai simplement posé 2 conditions. J'ai dit que je voulais que ce soit sur l'Armagnac, sur ce produit, cette appellation-là, qui m'est chère, parce que les boîtes de production peuvent ensuite décider bien sûr. s'adresse à un autre alcool. Donc, je voulais que ce soit sur l'Armagnac et je voulais que ce soit aussi filmé à Lectoure. Donc, là où est Arton, mais Lectoure qui a une vraie signification c'est une forteresse. Enfin, c'était une forteresse, une ville fortifiée. Elle a eu une grande histoire. Donc, c'est pas anodin que ce soit à Lectoure. Non, c'est pas anodin. Et vraiment, je vous remercie pour cette conclusion, parce que ça tombe à point nommé. Nous nous quittons dans 1 minute, mais parce que vous finissez par la terre. Vous finissez par l'importance du terroir, vous finissez par l'importance du lieu, d'une âme. Et il faut qu'on garde, grâce à vous et à votre témoignage, et l'aventure de votre mari et vous, le fait que le champ des possibles... on peut défoncer des portes, on peut y croire, on peut oser, parce que vous avez fait des choses qui sur le papier n'étaient inenvisageables auparavant. Votre beau-père et vous deux, et en famille du moins. Et voilà, c'est un exemple intéressant dans l'artisanat. On aurait pu passer du temps plus sur les œnologues et ceux qui fabriquent les fûts et un peu le terrain, mais voilà, prenons contact avec vous, ces auditeurs, vous retrouvez en ligne. Ou avoir le plaisir de vous voir à Arton et de vous retrouver sur place. Donc vraiment, merci beaucoup Lily pour cette présentation, ce témoignage, cette incarnation. Et je répète ce que je disais en introduction parce que c'est le résumé, c'est que vous avez incarné Château Arton, la tradition et l'innovation, le courage et le succès. Merci Lily. Merci Benoît.